Alors, est-ce qu'on manque d'eau? Apparemment, on a atteint le fameux peak everything, c'est-à-dire que tout est devenu limité en matière de ressources dans le monde. Quand j'étais étudiant, dans mes cours de géopolitique, on m'avait vendu que le pic pétrolier avait été atteint d'une façon irréfutable en 2004-2005. Puis, comme d'habitude, les pays exportateurs de pétrole qui avaient dissimulé leurs réserves se sont mis à en sortir d'un chapeau et à démontrer qu'ils les avaient évidemment sous-estimés pour pouvoir augmenter les prix du pétrole. Et du coup, on s'est retrouvé avec beaucoup plus de pétrole que prévu, ce qui n'était pas forcément une bonne chose puisque ça a réduit logiquement l'innovation en matière de recherche énergétique, notamment sur la fusion nucléaire qui reste l'avenir énergétique incontesté de l'humanité. Mais peak everything. Donc on va manquer de tout, quoi. Apparemment, on est foutu. Tous les modèles qui veulent limiter la population mondiale ou qui nous disent que nous ne devrons plus jamais prendre l'avion ou que nous devrions vivre dans ces fameuses villes de 15 minutes font la même hypothèse qu'ils ne déclarent jamais, à savoir que le pétrole est insubstituable. Il est impossible de se passer des hydrocarbures fossiles. Non, ce n'est pas possible de cultiver des algues, par exemple, qui sont renouvelables, et d'obtenir des fluides, des hydrocarbures renouvelables. Non, ça c'est physiquement impossible, chacun le sait, les algues n'existent pas d'ailleurs. Et on peut, en tout cas, même si les algues existaient, peut-être, on ne sait pas, mais on ne peut pas les cultiver, ça c'est certain. Donc du coup, oui, les hydrocarbures, on va en manquer, et ils sont insubstituables. Voilà les deux hypothèses mensongères que sous-tendent absolument tous les modèles malthusiens qui nous disent qu'il faut réduire la population mondiale et qu'on ne pourra plus prendre l'avion et qu'on va devoir vivre dans des villes de 15 minutes. Bon, les hypothèses, c'est comme les impôts, ça se déclare. Et évidemment, quand on vous sort des conclusions sans vous avoir déclaré les hypothèses, on vous manipule, on vous ment, je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo justement, dédiée aux hydrocarbures. Retenez bien que tous les modèles qui vous sortent une conclusion alarmiste, mais qui cachent discrètement leurs hypothèses, ou parfois même vous déclarent qu'elles n'existent pas, que c'est la science et qu'il n'y a aucune hypothèse derrière leur modèle, que c'est simplement l'inévitable et aride science avec laquelle on ne négocie pas parce qu'on ne négocie pas avec une calculette. Ces modèles-là vous mentent. Les hypothèses, ce sont les ingrédients, et exactement comme quand vous allez au supermarché, vous pouvez voir l'étiquette d'un produit avec une belle orange, mais si vous regardez les ingrédients, en fait, ce n'est pas forcément du jus, mais du nectar avec 30% de sucre. Tous les modèles que les médias vous vendent pour obtenir des restrictions de liberté publique, car c'est bien cela l'enjeu, ne déclarent pas leurs ingrédients, ne déclarent pas leurs hypothèses. Regardez toujours au dos du paquet si par hasard on ne vous aurait pas vendu du nectar avec 30% de sucre à la place d'un vrai jus d'orange frais. Maintenant que vous êtes armé intellectuellement, et croyez-moi, vous allez en avoir besoin parce que il y a une course mondiale à la restriction des libertés. Et au-delà, à la restriction des populations. Car une des grandes libertés, c'est celle de se reproduire. Et en Chine, on a déjà entamé cette liberté sans aucun problème. Mais la restriction des libertés va aller encore plus loin. Elle va toucher à l'argent, à la façon dont les gens se font confiance, à la liberté de penser. Vous n'aurez plus le droit de penser autrement que de la façon du pouvoir, et de légitimer le pouvoir et d'utiliser les mots qui légitimisent le pouvoir. Et vous aurez toute une brigade de CRS de la pensée qui collera des étiquettes aux gens quand ils décideront d'être des dissidents de la pensée. Et donc, dans les restrictions de liberté, vous avez la nourriture, le contrôle de ce que vous mangez, le contrôle de la façon dont vous vous soignez, le contrôle peut-être de la façon dont vous dormez. Un jour, peut-être que le sommeil ne sera plus gratuit et que vous devrez payer pour dormir. Et vous avez bien sûr le contrôle de l'eau. Parce que oui, si l'eau devait venir à manquer, ou en tout cas, s'il pouvait être prouvé scientifiquement par la science avec son trademark irréfutablement, et que toute personne qui contesterait cela serait anti-science, s'il pouvait être démontré scientifiquement que l'eau est totalement limitée, oui, la science aurait parlé et aurait dit « nous allons manquer d'eau douce très rapidement ». Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas par hasard d'intelligence que nous manquerions? Parce que de la même façon que les modèles qui vous disent qu'on va devoir donc se passer d'avions, de voyages, etc. parce que les hydrocarbures sont insubstituables, et encore une fois, la Rome antique produisait très très peu de blé
par rapport à sa population et par rapport aux moyens aujourd'hui du bassin méditerranéen. Vous prenez la Rome antique, avec ses quelques dizaines de millions de tonnes de blé produites annuellement, malgré le fait qu'elle contrôlait la totalité du bassin méditerranéen, elle aussi, si elle avait eu des Malthusiens qui avaient prolongé les courbes et qui avaient oublié le principe fondamental de l'histoire qui est que le futur contredit le passé, et répétez-le bien, le futur contredit le passé, on le voit aujourd'hui en géopolitique, et on le voit dans toute l'histoire sur la question de l'énergie, oui, Rome se serait dit c'est impossible d'avoir la population qu'a le bassin méditerranéen aujourd'hui, c'est impossible. Impossible, parce que avec le blé que nous produisons, nous, Empire romain, ce n'est pas possible de maintenir cette population. Et évidemment, on n'envisage pas une seule seconde que les techniques agricoles s'améliorent, que l'on découvre de nouvelles formes d'énergie, que l'on aille au-delà de l'esclavage, que l'on découvre la mécanisation, de nouvelles formes d'irrigation, et que l'on puisse donc produire beaucoup plus de blé en Méditerranée qu'au sommet de l'Empire romain. Pareil donc avec la question des limitations des hydrocarbures. Encore une fois, ces modèles-là juste oublient qu'on peut cultiver des algues, qu'on peut en extraire du gaz naturel, qu'on peut en extraire du biodiesel, qu'on peut aussi le cultiver dans le désert, qu'on peut le cultiver avec de l'eau salée. De toute façon, les algues en mer n'ont pas besoin d'irrigation, en toute logique. Et toute cette source d'hydrocarbures, on vous l'a passé sous silence. Et ça vous prouve bien que l'enjeu, c'est le contrôle des libertés, c'est le contrôle des populations. Contrôler l'énergie, contrôler la nourriture, contrôler l'eau potable, c'est contrôler les populations, c'est contrôler le monde. Et si vous ajoutez à cela le contrôle de l'argent, et le contrôle de la santé, et le contrôle de la pensée, vous aurez tissé une toile de plus en plus étroite autour des libertés fondamentales humaines, et pourtant l'homme est né pour être libre. Et il n'a rien de plus précieux et de plus fondamental que sa liberté. Donc encore une fois, interrogeons cette fameuse question de l'eau. L'humanité consomme autour de 4000 km3 d'eau annuelle. Waouh, c'est beaucoup. Oui, enfin c'est un peu plus de la moitié du lac Malawi. Voilà, pour vous donner une idée. Et c'est évidemment beaucoup moins que le lac Baïkal. Ah oui, mais le lac Malawi et le lac Baïkal se sont pas constitués en un an. Alors là, c'est annuel. Oui, mais c'est non plus pas beaucoup plus que la moitié du débit annuel de l'Amazone. L'Amazone a un débit presque égal à 2 fois la consommation mondiale annuelle d'eau potable. Alors oui, pareil, on peut pas prendre toute l'eau de l'Amazone parce que ça détruirait la forêt amazonienne. Ok. Mais pour l'instant, cette eau se déverse directement dans l'océan. Donc le problème, c'est pas l'eau. Le problème, c'est sa répartition. Là, on est déjà en train de changer de perspective. On ne manque pas d'eau potable sur Terre. Par contre, on a de considérables inégalités sur l'eau potable, c'est exact. L'eau potable est surabondante en Amazonie, où l'Amazone crache presque 2 fois les besoins mondiaux chaque année. On a de l'eau au lac Malawi, on a de l'eau au lac Baïkal, on a de l'eau en Europe, en veux-tu, en voilà, et c'est bien pour ça que toutes ces questions d'éco-watts de l'eau sont bien entendues, mais ça vous le saviez déjà, complètement stupides. On doit d'ailleurs faire cette parenthèse importante. Il a été révélé avec le scandale McKinsey, par exemple, que la crise entre guillemets sanitaire avait bien été gérée de la même façon dans tous les pays membres du G7 et au-delà. Pourquoi ? Parce que c'était McKinsey qui donnait les ordres et que les gouvernements suivaient. Donc il présentait cela comme la science unique et indiscutable, comme d'habitude, mais en réalité, c'était simplement un cabinet de conseil qui leur avait dit quoi faire. C'est un peu la même façon, il me semble, qui a présidé, en tout cas, au lancement d'un éco-watt de l'eau, c'est-à-dire qu'on a des leaders qui sont très proches, comme chacun le sait, du World Economic Forum, donc il s'agisse de Macron, de Trudeau, de Jacinda Ardern, etc., qui, elle, pour le coup, a eu le bon goût d'être virée. Et ces leaders, ils sont payés, en fait, pour pitcher les nouvelles idées des Malthusiens. Donc ils se réunissent une fois par an et on leur remet des bons points, on leur dit « Toi, t'as été un bon leader, tiens, vas-y, prends ta petite caresse sur la tête, t'as été un bon leader, t'as bien pitché les réductions d'eau. Toi, par contre, tu l'as un peu moins bien fait. Alors la prochaine fois, t'essaieras de travailler plus sur notre agenda. On a d'autres aspects de notre agenda, ça pourrait être donc la consommation d'insectes, ça pourrait être la consommation de viandes artificielles à base de cellules cancéreuses, ça pourrait être, bien sûr, continuer à travailler sur la limitation des naissances, faire un argent confiscable, faire des villes à 15 minutes, interdire aux gens de prendre l'avion, etc.,
etc. Et donc, l'éco-watt de l'eau, qu'est-ce qu'il vient faire en France, où la France n'a absolument aucun stress hydrique et n'a pas besoin particulièrement de dessaler l'eau de mer? Il vient que c'est une idée d'un agenda mondial qui est pitché, et on a des leaders qui sont récompensés par leur capacité à vous pitcher ces idées malthusiennes et à intégrer dans la population qu'elle devrait se sentir coupable d'exister, elle devrait se sentir coupable de vivre. D'abord parce qu'elle n'est pas assez intelligente, Harari a été assez clair là-dessus, mais au-delà parce qu'elle est trop nombreuse et qu'elle n'a pas le droit d'exister, qu'elle n'a pas le droit de naître ou de faire naître, qu'elle n'a pas le droit de respirer, et qu'elle n'a pas le droit de boire, et qu'elle n'a pas peut-être le droit non plus de rêver, en tout cas bientôt de dormir. Je suis certain qu'Orit Mouslava, c'est le sommeil qui va être attaqué pour les prochaines fois. Donc, 4000 km3 par an, ça vous fait à peu près 20 Danubes par an, donc, ou bien un peu plus de la moitié de l'Amazone, disons 60% de l'Amazone. Donc encore une fois, on manque pas d'eau, mais c'est sa répartition, et la répartition c'est une affaire de connaissance. Et on manque aussi d'énergie, bien entendu. C'est-à-dire que si on avait une énergie très bon marché dans le monde, par exemple avec la fusion nucléaire, il va de soi que le dessalement de l'eau de mer serait une formalité. Parce que le dessalement de l'eau de mer n'est qu'un problème énergétique. On pourrait donc avoir des rivières inversées qui partent de la mer et qui finissent dans les terres, et qui viennent irriguer des zones arides, et des pays comme l'Australie, ou bien tout le Sahara, en seraient particulièrement satisfaits. De la même façon avec les pays du Golfe qui pourraient profiter eux aussi des rivières inversées. Mais il y a eu des projets justement qui dès le XXe siècle avaient envisagé cette possibilité. Prenez par exemple toutes les questions de mer intérieure au Sahara. Vous avez beaucoup de dépressions dans les zones sahariennes, donc de zones sous le niveau de la mer. Vous en avez en Tunisie, et un ingénieur allemand avait envisagé de remplir ces dépressions en Tunisie pour avoir une mer intérieure qui ensuite s'évaporerait et donc générerait au moins des nuages. On ne pourrait pas forcément canaliser l'eau, on ne pourrait pas forcément la contenir dans une serre géante, on n'a pas les technologies actuellement pour construire une telle superstructure, mais au moins on aurait plus de nuages et mathématiquement on en aurait quelques-uns qui finiraient par pleuvoir. Donc on changerait le climat et on changerait aussi la disponibilité de l'eau. Ça a aussi été envisagé avec la beaucoup plus grande dépression de Qattara en Égypte. Et pour le coup, si on fait un petit calcul de nappe de table, la dépression de Qattara, en effet, si on la remplissait d'eau, et que on décidait simplement de laisser le soleil du Sahara faire son office, c'est-à-dire qu'on pourrait miser sur une évaporation d'à peu près 5 cm par jour. C'est d'ailleurs une mesure en météo, vous prenez un bac d'évaporation, donc une cuve en métal, vous mettez de l'eau dedans et vous mesurez combien de centimètres de cette eau sont évaporés par jour, et dans le Sahara, on peut monter à 5 cm sans trop de problèmes. Eh bien, si vous aviez 5 cm par jour d'évaporation sur la dépression de Qattara remplie d'eau de mer, vous auriez dessalé à peu près 2 Danubes par an de la même façon. Donc 2 Danubes, je parle évidemment du débit annuel. Et ça, c'est un projet qui, pour le coup, pourrait être fait. Sans aucun problème. On pourrait remplir cette zone d'eau de mer et la laisser s'évaporer et avoir beaucoup plus de nuages disponibles. Couplé au fait que, bien entendu, on sait traire les nuages. Alors on appelle ça le seeding en anglais, mais on sait le faire d'ailleurs pour les parades militaires sur la place rouge, même du temps de la guerre froide. Les soviétiques étaient connus pour faire du cloud seeding et laisser pleuvoir les nuages pour qu'ils aient un ciel dégagé pendant les parades. Donc on pourrait aussi ajouter du cloud seeding à ce dispositif et avoir plus de disponibilité d'eau. On pourrait aussi, après tout, pourquoi pas, envisager d'innover, envisager d'être créatif intellectuellement et de trouver de nouvelles façons de dessaler l'eau de mer pour avoir ces fameuses rivières inversées. Mais non, on a décidé de ne pas le faire. Parce que l'innovation, il faut la diaboliser, il faut dire qu'elle n'existe pas. Les Malthusiens ont horreur de l'innovation, parce que c'est à cause de cette saloperie d'innovation que le bassin méditerranéen a pu voir sa population exploser, en ayant une production de blé, de céréales, même de viande, de fruits, de légumes, de nourriture en général, très supérieure à celle de l'Empire romain. C'est à cause de cette saloperie d'innovation que la population a augmenté. Et donc il faut maintenant vous dire que l'innovation n'existe pas, que les flux de connaissances n'existent pas, que la seule chose qui a permis au monde d'avoir la population qu'il a actuellement, ce sont les hydrocarbures, point, rien d'autre. Certainement pas l'inventivité humaine, certainement pas sa créativité, certainement pas les brevets, non, surtout pas. Et que, on va manquer d'eau. Et manquer d'eau, oui, ce serait imparable. Dire que nous allons manquer d'eau, ce serait justifier des baisses de productivité agricole, des baisses de liberté publique, ce serait justifier des baisses de confort, et inévitablement, mathématiquement, inexorablement, par une logique implacable, ce serait justifier des réductions lentes mais rigoureuses de la population mondiale. Eh ben non.
Nous ne manquons pas d'eau, nous manquons de connaissances. Oui, rien que l'énergie suffirait pour le problème de l'eau. Pourquoi les océans sont salés? Parce que les minéraux, la terre, étaient pleine de chlorure de sodium et que quand il pleut, cette pluie emporte le chlorure de sodium au cours des années, au cours des millions d'années où la Terre s'est formée, où elle a reçu toutes ces comètes qui l'ont alimentée en eau, d'origine donc interstellaire. Mais cette mer est salée, mais l'humain est intelligent. Et en développant de nouvelles techniques de dessalement, ou en mettant en place de grands projets, parce qu'après tout, remplir la dépression de Qattara et faire en sorte qu'elle puisse évaporer ces 5 cm par jour, alors ça, on a juste besoin du soleil du Sahara pour l'obtenir, mais au moins récupérer davantage de nuages, obtenir de meilleurs rendements sur l'eau dessalée ainsi obtenue, et la canaliser davantage, même si elle finira bien par pleuvoir quelque part, bah ça c'est un méga projet qui est très inférieur en coût aux guerres en Irak ou en Afghanistan, par exemple. Et donc, comme je vous l'ai dit, créer un Danube artificiel en termes de débit, dessaler le volume de décharge du Danube annuel, bah, c'est ce que fait le projet de la dépression de Qattara x2. Et ça coûterait peut-être une centaine de milliards par rapport à une guerre d'Afghanistan qui a coûté 20 fois plus. Ah, ça tombe bien. La demande mondiale en eau potable, c'est 20 fois le Danube. Je vous laisse réfléchir à ça.